L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Africable. Voici les titres de cette édition. Les électeurs tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle, un scrutin qui va se jouer entre le président sortant Monsef Marzouki et le grand favori Beji Caïd Essebsi. Ban Ki-moon est en tournée africaine dans les 3 pays les plus touchés par Ebola. Ce samedi, il est arrivé en Guinée-Conakry. Et les tensions ce samedi à Libreville, ce soir encore, elles se poursuivent. Nous en parlerons tout à l'heure dans le développement de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition avec la Tunisie. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle. Un scrutin qui va se jouer entre le président sortant Monsef Marzouki et le grand favori Beji Caïd Essebsi, chef du parti anti-islamiste Nida Tounes. Retour sur les moments forts de cette campagne pour cette présidentielle. Eh bien, c'est dans ce reportage. Le burnous traditionnel pour Monsef Marzouki contre le costume cravate pour Beji Caïd Essebsi. 2 candidats, 2 styles dans une campagne électorale très tendue. Opposant historique à la dictature, l'actuel président Monsef Marzouki, 69 ans, part en position de faiblesse, arrivé second au premier tour de la présidentielle avec 33% des voix. Garant de la révolution et des libertés pour ses partisans, ses détracteurs lui reprochent d'avoir gouverné avec les islamistes d'Ennahda durant près de 3 ans. Lui se pose en homme du peuple avec un meeting très symbolique à Sidi Bouzid pour commémorer la mort de Mohamed Bouazizi, l'homme par qui la révolution est arrivée. Face à lui, le favori du scrutin est une figure des régimes autoritaires. Beji Caïd Essebsi, 88 ans, président du Parlement sous Ben Ali et ministre sous Bourguiba. Arrivé en tête du premier tour, son parti anti-islamiste Nida Tounes a déjà conquis le Parlement en octobre. Son credo, un État fort pour relancer l'économie et sécuriser le pays. Un discours qui séduit au moment où les djihadistes de l'État islamique ont menacé la Tunisie ce mercredi. Ce sont maintenant aux 5 millions d'électeurs tunisiens de départager les candidats. Ce sera la première fois dimanche qu'ils éliront librement leur président depuis l'indépendance du pays il y a 58 ans. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies poursuit sa tournée dans les pays les plus touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest. Et ce samedi, Ban Ki-moon et sa suite sont arrivés en Guinée-Conakry. Malik Diakité nous fait le point. C'est après la visite de quelques bases logistiques contre Ebola que le secrétaire général des Nations Unies a été reçu au palais présidentiel par le président Alpha Condé. Accompagné par la directrice de l'Organisation mondiale de la santé, Ban Ki-moon a eu un entretien avec le chef de l'État guinéen en présence de la coordination de lutte contre Ebola. Au sortir de cet entretien, le secrétaire général de l'ONU s'est exprimé en ces termes. Je suis venu dans la région pour soutenir les populations et les gouvernements qui doivent faire face à l'épidémie. Grâce à la détermination des autorités nationales, à la mobilisation des populations touchées et à l'aide de partenaires du monde entier, la propagation du virus a pu être sensiblement freinée dans certaines régions du pays. La situation de l'épidémie à virus Ebola dans le sud de la Guinée inquiète sérieusement Ban Ki-moon. En Guinée forestière, où il est inquiétant de constater que le nombre de malades semble continuer de croître.
Nous sommes également convenus qu'il fallait une collaboration transfrontière solide, en particulier dans le cadre de l'Union du fleuve Mano, pour éviter que l'épidémie ne reparte de plus belle. D'après les statistiques de l'OMS, cette épidémie a causé jusqu'ici la mort de 6 900 personnes sur 18 500 cas déclarés. C'était donc un reportage de notre correspondant à Conakry, Doudou Malik Diakité. En Belgique, c'est aussi la mobilisation contre le virus de l'Ebola. Une équipe d'intervention humanitaire est en route pour la Guinée. Il s'agit d'une équipe biface de groupes d'intervention rapide, dont un médecin, un infirmier et un laboratoire mobile. Aéroport militaire de Maelsbrook, il est 6 h du matin. L'équipe Bifast enregistre ses derniers bagages. Je suis prête pour partir. On a bien entraîné, on s'est bien entraîné, donc je suis prête. Ils sont 8 à prendre le départ, un médecin, un infirmier, du personnel logistique et de laboratoire mobile BeLife, mis au point par l'UCL. Cette infrastructure facilement transportable permettra le diagnostic rapide du virus Ebola dans le centre de traitement de Nzérékoré, au sud de la Guinée, une zone très touchée par l'épidémie. L'équipe Bifast part pour 1 mois. Elle sera ensuite relayée par d'autres pour 1 mois de mission supplémentaire. C'est l'heure des au revoir avec les proches, même si pour certains, c'est loin d'être la première fois. Des moyens satellites haut de gamme qui permettront de transmettre des données vers l'international afin de réaliser une cartographie de l'épidémie. Autre objectif de la mission, tester un traitement expérimental très prometteur. Sur place, l'équipe viendra en appui à l'ONG française Alima, qui a effectué un gros travail de sensibilisation auprès des autorités locales pour faire accepter l'installation du centre de traitement. Auparavant, dans les premiers mois de la crise Ebola, les patients suspects d'Ebola étaient quelque part enfermés, j'ose pas dire parqués, mais c'est un petit peu le mot, dans des centres de traitement où il n'y avait pas de traitement en fait. D'où un certain émoi de la population et des mouvements de révolte qu'on a tous pu voir dans les médias. Ici, étant donné qu'il y a une option thérapeutique réelle, d'abord avec ces médicaments que nous allons tester et peut-être en janvier avec de nouveaux vaccins qu'on nous a également demandé d'évaluer lorsqu'ils seront disponibles, je pense que la perspective pour la population d'avoir des guérisons rend notre présence beaucoup plus favorable. L'équipe Bifast a quitté le sol belge vers 8 h 30 ce matin. Eh bien, 5 pays africains étaient réunis ce vendredi à Nouakchott pour le sommet des dirigeants du G5 au Sahel. Du G5 Sahel, ils ont évalué à 15 milliards de dollars les besoins de financement pour leurs projets prioritaires pour 3 ans jusqu'en 2017. Et à Madagascar, donc, le sommet des 5 présidents s'est tenu pour la première fois à Madagascar ce vendredi. Une réconciliation nationale après les crises politiques successives qu'a connu le pays est avant tout l'enjeu principal de ce sommet. La rencontre s'est tenue à huis clos au centre de conférence internationale d'Ivato en périphérie d'Antananarivo. Marc Ravalomanana a aussi pris part à cette réunion. Nous poursuivons avec le Mali. Le Bureau national du Parti pour la Renaissance fait le point de la situation du Mali et les responsables de ce parti ont organisé à cet effet une conférence des cadres et sympathisants. C'était donc ce samedi à Bamako. Plus d'informations dans ce reportage signé Diaka Didia Tangara et Daouda Doumbia. Cette conférence des cadres du parrainat et sympathisants a réuni différentes personnalités de l'opposition et de la majorité présidentielle du Mali. L'objectif était de parler de l'actualité du Mali, entre autres les négociations d'Alger et la stabilité au Sahel. Nous sommes le 20 décembre, donc l'année 2014 tire vers sa fin. Cette année qui se termine a été une année particulièrement éprouvante pour notre peuple et pour notre pays. Rien n'a été épargné à notre nation. Rien. Pendant cette année. Crise économique et financière, difficultés écrasant les ménages, gouvernance calamiteuse, défaite militaire, humiliation de notre nation,
partition de fait du pays. Engagé pour une paix durable au Mali, le PARENA préconise. Le PARENA préconise un compromis respectueux de la Constitution, fondé sur les balises contenues dans l'accord de Ouagadougou, intégrité du territoire, unité nationale, forme laïque et républicaine de l'État, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la résolution 2100. Il invite les groupes armés signataires de l'accord de Ouaga à honorer leurs signatures et leurs engagements. Cette conférence des cadres a été également l'occasion pour le président du parti de formuler des recommandations non seulement pour le gouvernement actuel, mais aussi pour les groupes armés et la communauté internationale. D'abord, à Monsieur le Président de la République, surveillez le Nord comme le lait sur le feu. Pendant la période de suspension que nous connaissons des négociations d'Alger, prendre des initiatives en direction des communautés du Nord et des différents groupes armés, envoyer des émissaires à la rencontre des groupes de Kidal, réunir une table ronde, majorité, opposition, société civile, pour dégager des positions communes sur le projet venu d'Alger. Recommandations aux groupes armés. Respecter les engagements pris le 18 juin 2013 à Ouagadougou, notamment ceux relatifs au respect de l'intégrité du territoire national, de l'unité nationale et de la forme laïque et républicaine de l'État. Recommandation à la communauté internationale et à la médiation. En dépit de la nécessité de conclure vite les présents pourparlers, éviter de tomber dans le piège d'un accord obtenu coûte que coûte, à la hâte, dont la mise en œuvre pourrait éloigner les communautés du Mali les unes des autres et affaiblir la cohésion nationale. Pour conclure, le Parti pour la Renaissance nationale PARENA propose au président de la République d'organiser une vraie séance. Nous poursuivons avec ce coup de colère du président rwandais Paul Kagame à la communauté internationale qui l'accuse d'ingérence dans les affaires de son pays en se prononçant sur une éventuelle modification de la Constitution. Elle pourrait lui permettre de briguer un troisième mandat en 2017. Dans un discours en anglais, Paul Kagame s'en est notamment pris aux bailleurs de fonds, bien que le budget de son pays dépend à environ 40% de l'aide étrangère. Nous suivons donc le commentaire de Kolsian Garsou. C'est un Paul Kagame en colère qui s'en prend aux bailleurs de fonds internationaux. Vous pouvez garder votre argent, a déclaré l'homme fort de Kigali devant un parterre d'officiels, de citoyens et de diplomates étrangers. Le président rwandais emboîte ainsi le pas à son ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui avait dénoncé il y a quelques jours le paternalisme du discours de François Hollande, qui mettait en garde les dirigeants africains qui voudraient s'accrocher au pouvoir à tout prix lors du sommet de la francophonie à Dakar. Nous avons obtenu le droit d'être et personne ne va nous enlever ce droit. Pour ceux qui essaieront, cela va leur coûter très cher, a prévenu Paul Kagame. Il faut rappeler que si le Rwanda est salué pour ses résultats économiques depuis la fin du génocide, il est de plus en plus pointé du doigt en matière de respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression, ce que ne semble pas admettre le pouvoir à Kigali. Je l'annonçais dans les titres, cette situation tendue à Libreville. L'opposition gabonaise interdite de meeting ce matin à Libreville, la capitale. La décision des autorités gabonaises suivie d'actions sur le terrain au carrefour Rio visait un objectif, faire respecter la légalité face à la détermination du Front uni de se faire entendre. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour instigation à la violence ou acte de vandalisme. Et bien ce soir encore, les manifestations se poursuivent à Libreville. Et devant le risque de crispation politique qui menace le Gabon, une partie de la société civile invite le pouvoir et son opposition au dialogue. Le Gabon a toujours été un exemple de médiation dans les conflits régionaux et africains. Le sens du dialogue, imprégné par nos cultures bantoues, exige que lorsqu'il y a une crise dans un village, le chef réunit les différents acteurs de la communauté pour trouver une solution, ensemble. Une voie de sortie dans l'optique de préserver l'harmonie et la paix dans le village. Loin d'être un village au sens trivial,
Le Gabon est une nation qui s'est bâtie autour de la nation vivre ensemble avec nos différences. Et c'est dans ces différences que nous avons fondé la cohésion nationale, tout en montrant la capacité de notre pays à assurer avec succès l'intégration des générations d'immigrés. Rappelons-nous de la démarche entreprise au Gabon il y a quelques semaines, relativement au climat politique qui prévaut dans notre pays par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix et la sécurité en Afrique centrale, qui invite chacun de nous au dialogue et à jouer pleinement son rôle pour la pérennisation des acquis si chers à nos pères fondateurs. Rappelons-nous des propos tenus au sommet de Washington, Afrique, États-Unis, du discours du président Barack Obama. Rappelons-nous du sommet de Dakar, de la francophonie et du discours du président Hollande. Rappelons-nous du discours du vice-président américain John Biden au gouvernement des États africains demandant à travailler avec la société civile et la société civile avec les États africains. Retour sur le Mali pour parler de cet atelier de renforcement des journalistes qui s'est tenu du 15 au 18 décembre à Mopti. La rencontre a porté sur les droits de l'enfant, mais aussi sur la maladie à virus Ebola. Plus d'explications dans ce reportage signé Daouda Kamate, Cheikh Tidiane Koulibaly. Après les étapes de Koulikoro et de Sikasso, ce fut le tour de la Venise malienne, Mopti, d'accueillir cet atelier de renforcement des capacités des journalistes. À l'école pour la connaissance des droits des enfants et les mécanismes de riposte de la maladie à virus Ebola, l'UNICEF s'est permis de faire interagir certains leaders des médias publics et privés. Cela aura le mérite de les outiller pour mieux contribuer à la protection des enfants. Aussi, les hommes de médias mesureront la portée de leur responsabilité dans la diffusion d'une bonne information édifiante pour les populations. Vous constituez, à n'en pas douter, un maillon essentiel de l'information sur la problématique des droits de l'enfant, de la réponse à l'urgence et de la riposte à la maladie à virus Ebola. En effet, le Mali, en dépit de la crise humanitaire qui a affecté d'une manière particulière les enfants, reste engagé dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. La promotion d'un environnement protecteur pour nos enfants, la lutte contre toute forme d'abus, d'exploitation et de violence à l'encontre des enfants et des femmes constitue un combat essentiel. Au cours de cette formation, plusieurs thématiques dont la problématique des droits des enfants, la violence basée sur le genre ainsi que les axes d'intervention du programme de coopération Mali-UNICEF, tout en n'occultant pas la communication en période de crise et d'urgence comme celle liée à la maladie de fièvre hémorragique à virus Ebola, ont été avec des éminents experts abordés. Ces échanges fructueux ont été poursuivis en invitant les journalistes de promouvoir l'éthique et de respecter la déontologie dans les règles de l'art. L'éthique et la déontologie, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit en salle. C'est l'autocensure. Le fait pour un journaliste qui est un homme public de dire que voilà, je m'en arrête là, j'ai ma limite, c'est ça en un mot, l'éthique, et tout journaliste digne de ce nom doit observer ces règles élémentaires dans l'exercice de sa profession. C'est valable pour tout le monde, mais c'est aussi valable particulièrement pour les journalistes. Invité à prendre la parole, le ministre de l'Éducation a salué cette initiative qui a permis aux journalistes de se rendre dans le Mali profond pour s'imprégner des réalités des populations. Cela participe à un éveil de conscience pour la cause des enfants, de leur droit à l'éducation, à la santé et à la vie. Selon le représentant du gouverneur, les hommes de médias ont une fonction sociale, ce qui les contraint à respecter les principes de liberté, de responsabilité et de professionnalisme. À Mopti toujours, le ministère de l'Éducation du Mali, le gouvernement du Canada et l'UNICEF ont fait un don de matériel scolaire pour les régions du nord du pays. Un coût global de plus de 2,5 milliards de francs CFA, financé entièrement par la coopération canadienne à travers l'UNICEF. On fait le point avec nos envoyés spéciaux, Daouda Kamate, Cheikh Tidiane Koulibaly. Moi aussi, pour apprendre.
Soutenues financièrement par la coopération canadienne, ce sont au total 1792 écoles des régions du Nord qui seront dotées en 465 444 manuels scolaires et matériels didactiques au cours de cette année académique. Car l'on se rappelle encore, les infrastructures scolaires ont connu des impacts négatifs sur la qualité de l'apprentissage des enfants. Du fait de la rébellion et des conflits armés, les élèves ont été désorientés, portant ainsi atteinte à l'un de leurs droits les plus essentiels. Pour l'UNICEF, l'éducation n'est pas un privilège, mais un droit pour chaque enfant et une obligation pour l'humanité. L'éducation des enfants est une affaire de tout. Notre école doit être pour tout. Avec l'enfant au centre de son intérêt supérieur, doit présider à toutes les décisions. L'un des éléments qui conditionne les manuels scolaires est sa finalité. Il s'agit d'un outil très utilisé par les enseignants. Il est aussi un passeur de savoir s'adressant directement aux élèves. Fruit d'un partenariat entre le Canada, l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale, le projet approvisionnement scolaire en situation d'urgence est aussi le témoignage de l'attachement du Canada à une éducation de qualité pour tous les enfants maliens qui est à la base de tout avenir de la société. En procédant à la remise officielle de ces manuels, le ministre de l'Éducation voit ici un renforcement logistique de ses capacités. Déjà, elle promet un usage judicieux au service de l'éducation malienne. L'amélioration continue de la qualité des enseignements et des apprentissages est au cœur des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale. Cet objectif ne peut être atteint sans la mise à disposition des élèves et des enseignants de matériel pédagogique approprié et en quantité suffisante. Pour le tout nouveau représentant de l'UNICEF au Mali, la réussite de cette opération est le prélude d'un nouvel élan d'auto-responsabilité communautaire et sociale. De manière inclusive et équitable, elle permettra l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité. C'est là la meilleure promotion des droits des enfants maliens et le meilleur ciment garant d'une unité et de paix dans une dynamique d'école amie des enfants, aussi amie des filles. On reste au Mali, un nouveau réseau bancaire vient de voir le jour dans le pays. Eh bien, il s'agit de Wari. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée ce mercredi à Bamako et Wari va permettre de développer et d'offrir des solutions plus efficaces pour les transactions financières. Plus de détails dans ce reportage signé Abdoulaye Opomaïga, Daouda Doumbia, commentaire Daouda Kamate. Il s'agissait pour les acteurs de cette cérémonie de faire connaître au public ce nouveau réseau bancaire intitulé Wari. Nous pouvons retenir de cette rencontre une présentation au public malien. C'est un lancement officiel d'une activité qui a démarré depuis 2012. C'était juste une présentation aux autorités, aux étatiques et à nos distributeurs, aux institutions financières, à tous nos partenaires de Wari. C'était le début d'une relation officielle qui est vraiment remise à niveau. Grâce à sa plateforme innovante, Wari facilitera le transfert de l'argent à moindre coût, instantanément, en toute simplicité et en toute sécurité partout dans le monde. Wari offre donc des services divers à tous les Africains. Donc, nous permettons donc à nos clients de payer leurs factures, les factures d'eau, d'électricité, leurs factures de télévision. Par exemple, avec Canal Horizon, nous avons un accord groupe, donc à travers le continent où les gens peuvent payer à travers les agents Wari leurs factures donc de Canal. Et nous sommes en train de faire pareil avec DSTV. Donc, je dis eau, électricité, Canal. Les gens peuvent également acheter du crédit téléphonique donc avec Wari. À la question de savoir comment ça marche, rendez-vous dans n'importe quel point agréé Wari pour effectuer la transaction. Le guichetier effectue l'opération en vous remettant un reçu confirmant la validation de votre transfert. Un mot sur la culture pour refermer cette édition. Le rappeur français Youssoupha est en concert ce samedi à Bamako et en prélude à cet événement. Les organisateurs étaient face à la presse hier. On fait le point avec Abdoulaye Opomaïga, Sékou Doumbia, commentaire Aminata Mariko. On
C'est ce Tagapela de Master Soumi qui a donné le ton à cette conférence de presse. Initié à l'occasion de la sortie de son nouveau smartphone Pixi 2 Max, Orange offre à ses clients la première grande expérience 4D de l'histoire du Mali, fruit d'un partenariat avec l'artiste de renommée internationale Youssoufa. J'ai jamais eu l'occasion de venir au Mali et en fait, je cherchais la bonne occasion, en fait, des promoteurs, etc. Et ça n'a pas pu se faire. Et puis aujourd'hui, il y a une belle occasion, c'est que je travaille avec Orange depuis déjà quelques mois et il y a une campagne pour un téléphone qui sort qui s'appelle le Pixi. Et le Pixi Max, et ils ont eu l'idée de solliciter un concert à moi pour avoir un angle culturel aussi sur cette sortie, parce que je fais un titre inédit qui est en exclusivité sur le titre. Et donc voilà, c'était une belle occasion pour moi, en tout cas, de pouvoir être présent et du coup de découvrir pour la première fois le public malien dont j'entends parler beaucoup. À travers ce partenariat avec le rappeur de renommée mondiale Youssoufa, l'ambition de la société de téléphonie mobile est de permettre à ses clients de traverser ce que l'on nomme dans le monde de l'art scénique le 4e mur. Ces murs imaginaires qui, comme le dit Denis Diderot, séparent le spectateur de la scène, l'artiste de ses fans. Une traversée rendue possible grâce à Orange Mali. On réserve beaucoup de choses pour le public malien, pour le public bamakois, et on se connaît déjà, mais je pense qu'on va davantage faire connaissance parce qu'il y a des surprises pour ce grand spectacle, Inch'Allah, demain au stade. Ce grand concert qui aura lieu ce samedi au stade Modibo Keïta verra la participation des rappeurs maliens comme Galidou, Système, Master Soumi, Mali Rap Champion, Ibawan et la star montante de la musique mandingue, Safi Diabaté. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.